Ce soir-là, une enfant de 13 ans a traversé la ville seule, pas pour demander de l'aide pour elle, mais pour sauver son père avant qu'il ne disparaisse vraiment. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que tu n'oublieras jamais. Veux-tu découvrir d'autres secrets comme celui-ci? Alors abonne-toi maintenant, sinon tu risques de manquer la prochaine vérité. Elle est arrivée sans bruit, comme si le monde avait déjà appris à ne plus faire attention à elle. 13 ans à peine, un sac trop usé pour son âge, une bouche légèrement gonflée qu'elle essayait de cacher en gardant la tête droite. Le lieu n'avait rien d'accueillant. Un terrain à la limite de la ville, là où le goudron devient poussière, là où les moteurs parlent plus fort que les gens. Des hommes étaient là, appuyés contre leur moto, lourds de silence et d'histoires qu'on ne raconte pas. Ils ont levé les yeux en la voyant. Pas par curiosité, par instinct. Une enfant n'avait rien à faire ici. Elle s'est arrêtée devant la grille, les doigts serrés autour du métal froid. Elle n'a pas hésité. Sa voix était calme, trop calme pour son âge. Elle a dit qu'elle cherchait quelqu'un qui avait connu son père, là-bas, pendant la guerre. Elle a dit son nom avec précision, comme une formule apprise par cœur, comme une vérité qu'elle avait répétée seule des dizaines de fois. Elle n'a pas demandé de l'argent. Elle n'a pas demandé protection. Elle a simplement dit qu'un de ces hommes lui avait sauvé la vie autrefois, et qu'aujourd'hui, c'était à son tour d'avoir besoin d'aide. Ils ont d'abord cru à une erreur, puis elle a ouvert son sac. Lentement, avec respect. Elle en a sorti une photo protégée par une pochette usée, touchée trop souvent. Sur l'image, des hommes plus jeunes, des visages fatigués mais vivants, un soleil dure au-dessus d'eux. Et au centre, son père, un homme qu'ils reconnaissaient tous. Un homme qui souriait encore à cette époque. Elle a expliqué, sans colère, sans accusation. Elle a parlé des soirées qui deviennent longues, des mots qui blessent plus que les coups, de la peur qui s'installe dans une maison quand l'alcool part à la place des souvenirs. Elle n'a pas pleuré. Pas encore. Elle a seulement dit qu'avant, son père parlait d'eux comme de frères, qu'il disait qu'on n'abandonne jamais un frère. Alors elle était venue ici, parce qu'elle ne savait plus où aller. Le vent s'est arrêté. Les rires ont disparu. Aucun homme n'a répondu tout de suite. Ils regardaient la photo, puis la petite fille, puis le sol. Ils comprenaient tous la même chose. La guerre n'était pas vraiment finie. Elle venait simplement de frapper à leur porte, sous la forme d'une enfant qui refusait de disparaître en silence. La photo est passée de main en main, lentement, comme si chacun avait besoin de quelques secondes de plus pour accepter ce qu'il voyait. Les visages avaient changé, bien sûr, mais les regards étaient les mêmes. Fatigués, jeunes, encore pleins d'illusions qu'il ne savait pas nommer à l'époque. Le nom de son père n'avait pas été prononcé depuis longtemps, et pourtant il est revenu d'un coup, lourd, précis, impossible à ignorer. L'un des hommes a murmuré qu'il se souvenait de lui, de son rire trop fort après l'émission, de sa manière de rassurer les autres quand la peur s'installait. Un autre a baissé les yeux en disant qu'il avait essayé de l'appeler, autrefois, sans réponse. La jeune fille les écoutait sans interrompre, comme si ses souvenirs ne lui appartenaient pas vraiment, comme si elle empruntait leur passé pour comprendre le présent. Puis elle a parlé à nouveau, plus doucement cette fois. Elle a expliqué que son père était revenu, mais qu'il n'était jamais vraiment rentré, que son corps était là, mais pas son regard, que les nuits étaient devenues imprévisibles, certaines calmes, d'autres pleines de cris, de portes qui claquent, de silences encore plus effrayants. Elle a dit que sa mère travaillait trop pour éviter la maison, pour payer les factures, pour tenir debout. Elle a dit qu'à l'école, on lui parlait de patience, de dossiers, de mots compliqués qui n'empêchent rien. Elle ne cherchait pas des coupables. Elle cherchait des témoins. Les hommes ont compris alors que ce n'était pas une histoire de violence spectaculaire, mais d'usure lente, de quelqu'un qui se noie sans faire de bruit. Ils ont pensé à leur propre nuit, à ce qu'ils avaient caché, à ce qu'ils avaient repoussé en disant que ça irait mieux demain. La petite a répété ce que son père disait autrefois, quand elle était plus jeune, quand il était encore fier de ses souvenirs. Il disait que dans certaines situations, on ne survit que parce que quelqu'un reste avec vous, même quand tout brûle. Elle les a regardés un par un, sans défi, sans colère, juste avec cette question muette que seuls les adultes reconnaissent trop tard. Si vous étiez capable de rester avec lui là-bas, est-ce que vous pouvez encore rester avec lui maintenant? Personne n'a donné de réponse immédiate. Mais quelque chose avait déjà changé. Il ne voyait plus seulement une enfant blessée. Il voyait un frère qui avait disparu sans dire au revoir. Et ils savaient tous qu'ignorer cette demande serait une autre façon de l'abandonner. La nuit était déjà bien installée quand ils sont arrivés devant la maison, une lumière fatiguée derrière les rideaux, un silence trop lourd pour être paisible. Le père a ouvert la porte avec lenteur, l'équilibre incertain, l'odeur de l'alcool mêlée à celle d'un passé qui n'avait jamais vraiment rongé. Quand il les a vus,
Son visage s'est vidé de toute couleur. Il a reconnu les regards avant même de reconnaître les noms. Des hommes qu'il avait laissés derrière lui sans explication, pas par colère, mais par honte. Ils sont entrés sans bruit, sans reproche, observant la pièce comme on observe un champ après l'incendie. Les bouteilles vides, l'air lourd, les photos anciennes accrochées comme des souvenirs figés. Personne ne l'a accusé. Personne n'a élevé la voix. La confrontation n'avait pas besoin de cris. L'un d'eux a posé la photo sur la table, entre eux, comme un miroir impossible à éviter. Le père a regardé longtemps, puis il a détourné les yeux. Il a dit qu'il ne savait plus comment être cet homme-là, qu'il avait essayé d'oublier, puis d'anesthésier ce qui revenait chaque nuit. Il a juré qu'il n'avait jamais voulu faire peur, qu'il ne se souvenait pas toujours de ce qu'il disait, de ce qu'il faisait. Le silence a répondu à sa place. Un silence plein de fatigue, de compréhension, mais aussi de limites. On lui a dit, calmement, que sa fille était venue seule demander de l'aide. Pas pour lui faire honte. Pour survivre, cette phrase l'a touché plus fort que tout le reste. Ses épaules se sont affaissées. Il a compris, enfin, ce qu'il était devenu aux yeux de celle qu'il voulait protéger. Pas un monstre, mais un homme absent, dangereux sans le vouloir. Les anciens frères d'armes ne l'ont pas excusé. Ils ne l'ont pas rejeté non plus. Ils lui ont dit que la guerre ne donnait pas le droit de détruire ce qui restait, qu'il n'était pas faible d'avoir besoin d'aide, mais qu'il était en train de perdre quelque chose de précieux en refusant de la recevoir. Il a baissé la tête, comme autrefois, quand il attendait un ordre, une direction. Cette fois, il n'y avait pas d'ennemi à combattre, seulement lui-même. Et pour la première fois depuis longtemps, il n'a pas cherché à fuir. Il a simplement demandé, d'une voix brisée, ce qu'il devait faire. Les jours qui ont suivi n'ont pas eu de goût héroïque, seulement celui de la fatigue et de l'effort répété. Rien n'a changé d'un coup. Le matin arrivait trop tôt, les nuits restaient longues, mais quelque chose était différent. Il n'était plus seul. On l'a emmené dans des lieux simples, des salles trop éclairées, des chaises en plastique, des cercles de visages marqués qui se reconnaissaient sans avoir besoin de se raconter toute leur histoire. Il a appris à s'asseoir, à écouter, à rester quand son corps voulait fuir. Parallèlement, sa femme a enfin parlé sans chuchoter. Pour la première fois, quelqu'un lui a dit que sa peur était légitime, que protéger son enfant n'était pas une trahison. On lui a donné des numéros, des options, des mots clairs, pas des promesses vagues. Elle est rentrée à la maison ce soir-là avec un peu moins de poids sur la poitrine. Leur fille, elle, a découvert un autre espace, loin de la maison, loin des cris. Un garage qui sentait l'huile et le métal, où une femme droite et calme lui a appris à se tenir stable, à respirer, à ne pas s'excuser d'exister. On ne lui a pas appris à frapper par colère, mais à se rappeler que son corps lui appartenait. Elle a ri une fois, surprise par sa propre force, puis elle est redevenue sérieuse, attentive. À la maison, le père faisait des efforts visibles, maladroits. Il buvait de l'eau à la place de l'alcool. Il notait des rendez-vous sur un papier posé bien en vue, comme pour se convaincre lui-même. Il parlait peu, mais il restait. Sa femme observait sans s'approcher trop vite. Elle avait appris que l'espoir pouvait être dangereux s'il arrivait trop tôt. Leur fille aussi gardait ses distances. Elle voulait croire, mais elle se protégeait. Chaque geste devenait une épreuve silencieuse. Un dîner sans tension. Une soirée sans cri. Un regard qui ne se durcit pas. Rien n'était gagné. Tout pouvait encore s'effondrer. Les hommes qui l'accompagnaient le savaient. Ils ne parlaient pas de guérison, seulement de présence. De revenir demain. De tenir aujourd'hui. La reconstruction n'avait rien de spectaculaire. Elle ressemblait à une série de petits choix répétés, invisibles pour le monde extérieur, mais lourds de conséquences à l'intérieur. Et même si personne n'osait le dire à voix haute, chacun sentait que ce fragile équilibre serait mis à l'épreuve. Parce que les vieilles blessures ne disparaissent pas quand on décide d'aller mieux. Elles attendent, patiemment, le premier moment de faiblesse. Au début, personne ne voulait voir les signes. Les petits retards, les silences plus longs, les regards fuyants. On préfère toujours croire que le pire est derrière nous. Pendant quelques jours, tout a semblé tenir. Le père se levait tôt, rentrait fatigué mais sobre, parlait peu mais restait présent. Sa femme a commencé à respirer un peu mieux. Leur fille a baissé la garde, juste assez pour espérer. Puis un appel est arrivé, venu du passé, avec une voix chargée de souvenirs qui n'avaient jamais su enterrer. Une mauvaise nouvelle, un nom qu'on prononce trop tard, une perte de plus à ajouter à la liste. Le soir même, la maison a changé de visage. Le garage s'est rallumé tard, les cartons ont été ouverts, les objets de la guerre ressortis comme des fantômes qu'on n'avait jamais chassés. L'alcool est revenu sans bruit, presque naturellement, comme une habitude ancienne qui n'avait jamais vraiment disparu.
Quand sa femme est rentrée, elle a compris immédiatement. Elle a reconnu cette tension dans l'air, cette façon de parler à quelqu'un qui n'est plus vraiment là. Elle a essayé de le calmer, de lui rappeler les efforts, les rendez-vous, leur fille. Mais sa voix n'atteignait plus rien. Leur enfant est apparu dans l'embrasure de la porte, immobile, le cœur battant trop vite. Elle n'a rien dit. Elle n'a plus essayé d'intervenir. Elle a seulement observé, avec cette maturité douloureuse de ceux qui ont déjà trop vu. La colère est montée chez le père, mêlée à la honte. Il a parlé fort, pas pour frapper, mais pour repousser ce qu'il ressentait. Sa femme s'est placée devant leur fille sans réfléchir. À ce moment précis, elle n'a plus hésité. Elle a pris son téléphone. Elle a appelé. Les moteurs sont arrivés peu après, reconnaissables entre tous. Le bruit s'est arrêté d'un seul coup, comme un signal. Les voisins ont regardé à travers les rideaux. Le père est sorti, chancelant, la rage et la détresse confondues. Il a crié qu'on n'avait pas le droit d'être là, que c'était sa maison. On lui a répondu calmement que sa famille avait demandé de l'aide. Les mots ont frappé plus fort que les cris. On lui a rappelé que sa fille avait traversé la ville seule pour demander qu'on sauve ce qui restait de lui. Cette vérité l'a vidé. Ses jambes ont cédé. Il s'est retrouvé à genoux sur le sol froid, incapable de nier plus longtemps. Ce n'était plus une question de volonté. C'était une question de survie. Et cette fois, il n'a plus fait semblant de pouvoir s'en sortir seul. Le lendemain n'a pas ressemblé à une victoire, mais à un combat plus discret, plus long. Le corps du père tremblait encore, pas seulement à cause du manque, mais parce que tout ce qu'il avait tenu à distance revenait sans filtre. Les démarches ont commencé tôt, sans discussion inutile. Des formulaires, des salles d'attente, des regards qui ne jugeaient pas parce qu'ils savaient déjà. Il avançait lentement, parfois honteux de devoir être aidé pour des gestes simples, parfois soulagé de ne plus avoir à mentir. Les nuits ont été difficiles. Les rêves sont devenus plus nets, plus violents, comme si l'alcool ne les étouffait plus. Certains matins, il s'asseyait sur les marches de la maison avant le lever du soleil, incapable de rentrer, incapable de partir. Quelqu'un s'asseyait toujours à côté de lui, sans parler, juste pour rester. Les réunions se sont enchaînées. Au début, il ne disait rien. Il écoutait les autres mettre des mots sur ce qu'il ressentait depuis des années sans le comprendre. La colère sans cause apparente, la fatigue permanente, la peur de soi-même. Puis, un jour, il a parlé. Une phrase seulement. Personne ne l'a interrompu. Personne ne l'a pressé. À la maison, l'atmosphère a changé doucement. Sa femme a recommencé à dormir sans garder son téléphone à la main. Elle observait encore, mais la peur ne dictait plus chacun de ses gestes. Elle parlait avec plus de fermeté aussi, posant des limites claires. Leur fille, elle, avançait à son rythme. Elle n'embrassait pas son père. Pas encore, mais elle restait dans la même pièce. Elle acceptait les silences. Elle apprenait qu'elle n'avait pas à porter ce fardeau seule. Dans son autre refuge, on lui rappelait que la guérison n'était jamais droite, qu'elle avançait par détours. On lui disait qu'elle avait le droit d'être en colère, de ne pas pardonner trop vite. Le père, de son côté, a retrouvé un travail simple, entouré de gens qui comprenaient quand une mauvaise journée ne voulait pas dire une rechute. Il réparait des moteurs, des pièces abîmées, retrouvant dans ses gestes précis une forme de calme. Il ne cherchait plus à redevenir l'homme d'avant. Il essayait seulement d'être présent aujourd'hui. Les progrès étaient modestes, parfois invisibles. Mais chaque journée sans fuite, chaque regard soutenu, chaque promesse tenue ajoutait une pierre à quelque chose de nouveau. Ce n'était pas encore la paix. C'était le début d'une stabilité fragile, construite avec patience, vigilance et une humilité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le printemps est arrivé sans annonce, avec une lumière plus douce et des matins moins lourds. Ce jour-là, ils se sont retrouvés parmi d'autres, dans un lieu de mémoire simple, ouvert au ciel. Il n'y avait pas de discours grandiloquents, seulement des noms, des silences, des regards qui se comprenaient. Le père portait une veste qu'il n'avait pas mise depuis longtemps. Elle lui allait différemment maintenant, pas comme avant, mais assez pour qu'il s'y tienne droit. Sa femme marchait à côté de lui, attentive, présente, sans tension inutile. Leur fille avançait d'un pas calme, tenant un drapeau trop grand pour elle, mais qu'elle portait avec sérieux. Quand les moteurs se sont tus, le silence a pris toute la place. Le père a regardé les noms gravés, passant lentement ses doigts sur certains, reconnaissant des absences qu'il avait longtemps refusé de nommer. Cette fois, il n'a pas fui. Sa fille s'est approchée. Elle n'a rien dit. Elle a simplement glissé sa main dans la sienne. Il a senti ce geste comme une permission fragile, pas un pardon, mais une confiance en construction. Autour d'eux, les hommes se tenaient droit, pas comme des héros, mais comme des survivants qui avaient appris à rester.
Le père a compris qu'il ne serait jamais totalement débarrassé de ce qu'il portait. Mais il savait aussi qu'il n'avait plus à le porter seul. Plus tard, alors que les gens commençaient à partir, il est resté un moment face au mur, puis il s'est tourné vers sa famille. Il n'a pas promis un futur parfait. Il a simplement dit qu'il serait là, aujourd'hui et demain si possible. Sa femme a hoché la tête. C'était suffisant pour l'instant. Leur fille a esquissé un sourire timide, presque surpris d'y arriver. En repartant, le bruit des motos s'est éloigné peu à peu, mais quelque chose est resté. Une présence, une certitude simple. Les combats les plus longs ne se gagnent pas par la force, mais par la constance. Ce soir-là, en rentrant à la maison, il n'y avait pas de célébration. Juste un repas tranquille, des regards apaisés, et cette sensation nouvelle de ne plus marcher sur un fil tendu. La route serait encore longue, mais elle menait enfin quelque part. Et si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour l'aimer, la partager et vous abonner, afin que ces récits continuent de trouver ceux qui en ont besoin.